Toute l'actualité du sport, jusqu'à 20h sur France Bleu et France 3, Tribune Nord. Bonjour, bienvenue dans Tribune Nord, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on décortique l'actualité de nos trois clubs nordistes, Lens, Lille et Valenciennes. Une émission que vous pouvez également retrouver sur le Facebook de France Bleu Nord et sur celui de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord que j'ai aujourd'hui l'honneur de présenter avec Jean-Marc Devray de la rédaction de France 3 Nord-Pas-de-Calais. En l'absence, Jean-Marc, des habituels titulaires du poste, Maxime Lictevoet et Christian Palka. Mais rassurez-vous, Christian, que l'on retrouvera tout au long de cette émission, il sera un peu le fil rouge. Il est au stade Gaston Petit à Châteauroux pour nous faire vivre dès 20h45 en intégralité sur France Bleu Nord la rencontre entre Châteauroux et le Racing Club de Lens. Jean-Marc Devray, bonsoir. Bonsoir Benoît, donc nous avons autour de nous une Dream Team, on peut le dire. C'est vrai. Avec, il a changé de place et de poste, mais il est toujours avec nous, c'est Tony Janguito, ancien joueur du LOSC et ancien directeur sportif du LOSC. Il vient un peu moins souvent, mais c'est plus qu'un remplaçant. C'est donc Giordano Bellini, entraîneur de foot amateur et surtout grand supporter de la Juventus de Turin. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir Benoît, bonsoir à tous les auditeurs. C'est un habitué, un titulaire, Cédric Van Gotem, agent de joueur. Bonsoir. Et puis c'est l'invité d'honneur de cette émission, donc Jean-Raymond Legrand, que l'on ne présente plus, mais je vais quand même rappeler que vous êtes l'ancien président du VAFC et que vous suivez de très près l'actualité du football et pas seulement de Valenciennes. Merci, bien. Bonjour à tous. Voilà, donc quel sera le sommaire de l'émission Alors, le sommaire de l'émission, avant ça, on va quand même saluer Christian Palka. Christian, êtes-vous là? Ouais, je suis là. Voilà, Christian, bien installé, vous avez fait bonne route? J'ai fait bonne route au stade Gaston Petit, c'est magnifique. J'adore Châteauroux, c'est la campagne, ça me va bien. Voilà. Magnifique. Au stade, là. Il doit y avoir du monde au stade. Ah bah ça rentre, ça arrive maintenant. Il va y avoir 8000 personnes ce soir. Ah, 8001 parce que Parce t'es que là-bas. tu es là, c'est pour ça. Allez Christian, j'espère que vous êtes bien installé. Vous n'hésitez pas, Christian, à intervenir. Bien évidemment, c'est votre émission, donc vous intervenez quand vous voulez, au gré des sujets qu'on va évoquer. Le sommaire, me disait Jean-Marc, eh bien, après les traditionnels cartons, dans quelques instants, nous attaquerons avec le résultat nul, un but partout du LOSC à Reims. Ça, c'était hier après-midi. Nous y étions avec Christian. Nous parlerons notamment du rôle qu'ont joué l'arbitre de la rencontre, Monsieur Brizard, mais aussi la VAR. On reviendra ensuite sur la situation de Valenciennes, battue à domicile vendredi soir par 3, 1-0. VA dont on n'entend d'ailleurs plus du tout parler de la vente du club. Et ça, je pense que Jean-Raymond Legrand aura quelques petites choses à nous dire. Et puis, nous terminerons cette émission en troisième partie avec le Racing Club de Lens et son périlleux déplacement à Châteauroux. Un match qui a pour les 100 et or des airs de dernière chance dans la course à la montée. Et Tribune Nord, les cartons. Et donc vous connaissez le principe, donc un carton bleu pour un coup de cœur et donc un carton rouge pour un coup de colère, si on peut dire. Donc libre à vous de vous exprimer là-dessus. Alors je vais commencer une fois n'est pas coutume par moi, parce qu'en fait, vous verrez que tout à l'heure avec Cédric Van Gotem, on va rebondir sur le même carton. Bien moi je l'attribue tout simplement à Jean-Michel Aulas pour son coup de communication absolument catastrophique après l'élimination contre carton Rennes. Rouge, donc. Un carton rouge, pour moi ce sera rouge. Et donc en une seule soirée, une conférence de presse qui était absolument incroyable. Il a réussi donc à remettre en cause tout son club qui marchait bien avant, notamment en humiliant devant les journalistes son entraîneur Bruno Genesio, à qui il avait l'effet miroité quand même qu'il serait reconduit pour 2 ans. Il a mal encaissé cette défaite, on peut le comprendre, mais c'est quand même la Coupe de France, ça peut arriver. Et donc, résultat, il a plongé en une seule soirée son club dans la crise, puisqu'on a vu le résultat après en championnat, il perd une nouvelle fois. Et la deuxième place que vise le LOSC, eh bien, ça s'éloigne de plus en plus. Jean-Michel Aulas nous a un petit peu déçus, parce que c'est quand même un as en communication, et là, il s'est complètement planté. Voilà, donc carton suivant, tout honneur, tout seigneur, tout honneur, c'est à vous Benoît. Eh ben écoutez, moi je vais donner un petit carton bleu à un attaquant du Racing Club de Lens qui s'appelle Mounir Chouillard, parce que d'abord je pense que c'est un des meilleurs attaquants lensois depuis de nombreuses semaines. Ensuite, c'est plutôt quelqu'un de sympathique. Et puis c'est un pur produit de la formation lensoise. Je parle sous contrôle de Giordano, qui le connaît bien aussi, mais il était tout gamin, il venait en vélo au centre de la Gaillette, puisqu'il habitait le quartier de la République juste derrière. Donc c'est vraiment un Made in Lens complet, voilà, et qui aujourd'hui, alors peut-être qu'il a eu quelques velléités de départ un peu trop jeune, mais je pense qu'il a été recadré par son entourage. Aujourd'hui, il apporte à son club formateur ce qu'il doit apporter. Il a le talent certainement pour un jour aller vivre d'autres aventures ailleurs, mais voilà, moi j'aime bien les gamins formés, les gamins du cru, qui vont jusqu'au bout de la formation et qui un jour deviennent professionnels sous leur couleur. Ça s'appelle la reconnaissance du ventre. Carton bleu.
Tout à fait. Pour vous, donc place aux anciens, je dirais, honneur aux anciens. Alors Tony, ce sera bleu ou rouge? Un bleu pour le défenseur axial du LOSC, le vice-capitaine, José Fonte. Parce qu'à chaque fois, il me fait l'impression vraiment d'être un leader. Et les jeunes du LOSC, autant l'année dernière, ils ont pêché par un excès de jeunesse dans l'équipe et ils ont bien rétabli l'équilibre. Et pour un entraîneur et puis pour ses partenaires, d'avoir un grand frère comme José Fonte, c'est super. Hier, il marque un but de la tête. Bon, il n'est pas là pour ça, pour marquer, mais je crois qu'il doit avoir une présence, un rayonnement positif au niveau du groupe dans les vestiaires. Ça doit être quelqu'un de très, très, très important dans la bonne saison du LOSC. Qui on l'a déjà évoqué d'ailleurs plusieurs fois. Et puis Jean-Marc, à dire aussi sur José Fonte que ce garçon, il a vraiment la tête sur les épaules, car après le match, d'abord c'est le seul joueur du LOSC qui est venu commenter aux médias, on en reparlera d'ailleurs à l'occasion d'une prochaine émission, ce match nul. Son mot a été de dire, on n'a pas le droit, et je vous questionnerai d'ailleurs là-dessus tout à l'heure les entraîneurs et anciens joueurs, on n'a pas le droit de prendre un but sur une touche, parce que l'égalisation rémoise, elle vient sur une touche. Et il dit, on doit, quand on est professionnel, toujours se replacer, être en place, être à l'organisation, être au service de l'équipe. Et il dit, ça, ces erreurs de concentration, c'est impardonnable. C'est-à-dire que lui, il est déjà lucide quelques instants après le match pour recadrer les choses, pour redire les choses, ne jamais se satisfaire de ce qui a été fait. Et ça, c'est vraiment la preuve d'un joueur expérimenté et qui, je rejoins Tony, apporte beaucoup forcément à son équipe. Voilà, c'est vraiment un gentleman. Giordano Belilli, alors pour vous, ce sera rouge ou bleu? Non, pour moi, ce sera un carton bleu et sera décerné à Philippe Montagnier, parce que j'aime beaucoup les entraîneurs qui s'intéressent au-delà de l'équipe première aussi à la formation et à la post-formation. Et c'est un entraîneur en fait qui va voir souvent les jeunes, à l'image d'un Claude Puel qui faisait ça également au LOSC. Et donc aujourd'hui, c'est la preuve. Ce soir, il y a Tom Ducrot. Tom Ducrot, il est convoqué avec l'équipe première pour le déplacement à Châteauroux. Donc c'est un joueur très fin techniquement, très à l'aise balle au pied, un peu à la Benjamin Bourigeaud. Voilà, on retrouve un petit peu ça chez Tom Ducrot. Et clairement, il est récompensé ce soir. Il est dans le groupe et voilà, c'est suite logique de ses performances en National 2. Alors Cédric, j'en parlais, donc moi j'ai donné un carton rouge à Jean-Michel Aulas. Pour vous, il sera bleu, alors pourquoi? Ouais, en venant, j'avais un carton un peu ambivalent sur entre le rouge et le bleu pour cette question. Alors je souscris tout à fait à ce que vous avez dit, Jean-Marc. Jean-Michel Aulas, meilleur président de club depuis 20 ans, mais là, il s'est un petit peu loupé. Et donc, moi, mon carton, il devient bleu, puisque j'espère, en tant que nordiste et supporter des clubs du Nord-Pas-de-Calais, que ça peut bénéficier dans le sprint final au LOSC. Et ça a commencé à le faire ce week-end. Alors Jean-Raymond Legrand, vous suivez la tradition, bleu ou rouge? Moi, c'est un bleu, et j'ai envie de donner, comme leur maillot est bleu d'ailleurs, à Strasbourg, parce que ce qu'ils ont fait cette saison, c'est exceptionnel. Il faut savoir que Marc Keller a fortement travaillé, et c'est un exemple quand les clubs qui sont très bas, quand on arrive à faire des choses bien. Aujourd'hui, ils sont européens, ils ont gagné la Coupe de la Ligue. C'est quand même en restant exceptionnel. Ils sont restés très raisonnables dans la grille des salaires. Ils ont 3 anciens Valenciennois, donc c'est super. C'est super, il a fait un super boulot et bravo à Strasbourg pour ce qu'ils ont fait. On se souvient quand même que Strasbourg, il n'y a pas si longtemps, était au fond du fond. Ils ont redémarré au ras des pâquerettes. Ils ont bâti tranquillement, intelligemment. Avec et c'est le travail des frères Keller qu'il faut leur renvoyer. Parce que la preuve qu'on peut remonter un club qui est très bon, on arrive à le remonter quand on est sérieux. Et quelques joueurs partis de la base, justement, en National 2, National 3, ont réussi à atteindre la Ligue 2, voire la Ligue 1. Donc ça, c'est super intéressant en termes de travail également. Avant de terminer les cartons, on va demander le carton de Christian Palka, bien sûr, en direct de Châteauroux. Christian, un carton? Ouais, un carton rouge vif. Je sais bien que les supporters du LOSC qui vont dire « Ouais, mais Palka, vos problèmes avec les joueurs, on s'en fout. » Mais nous, on s'en fout pas. Moi, je m'en fous pas. Et comme j'ai le loisir de mettre un carton, je mets un carton à ces joueurs qui veulent pas s'arrêter de nous parler. Et je mets un carton aussi aux dirigeants qui font rien pour que ça change. Et je mets à l'écart quand même Florian Fieschi, qui est le responsable de presse. Qui fait ce qu'il peut, absolument. Qui fait ce qu'il peut. J'ai su qu'hier, il avait fait ce qu'il pouvait. Mais quand même, ça nous fatigue. Qui nous disent carrément, une fois de voir toutes, qui disent on ne vous parlera pas de l'année, puis on ne viendra même plus. On ne viendra même plus. Voilà. C'est un grand club, c'est pour ça. Ça, c'est dit, mon cher Christian. Oui, mais grand club ne veut pas dire club antipathique. Non, et malheureusement, de temps en temps, dans certaines attitudes, le LOSC nous ennuie parfois un petit peu. Mais ça vient d'en haut, c'est les dirigeants également. C'est vrai. Tribune LOSC.
Allez messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Le sujet, on en parlait, c'est le LOSC. Ce résultat nul des Lillois décroché, obtenu, je ne sais pas ce qu'on peut dire, concédé, parce que vu la première heure de jeu, c'était quand même pas mal. Et puis je rappelle bien sûr aux auditeurs et aux spectateurs, auditeurs de France Bleu Nord et spectateurs via les Facebook de France Bleu et de France 3 Nord-Pas-de-Calais, que vous pouvez nous poser vos questions via les pages Facebook. Jean-Marc jette un œil et nous interrompra lorsqu'il y aura des choses à nous dire ou à nous demander. Messieurs, avant la première question, quelques statistiques de Jean-Marc sur le match d'hier. Alors, je vous rappelle le score final 1-1. Puis quand on regarde les statistiques propres du match, eh bien effectivement, ce résultat est tout à fait logique, puisqu'il y a eu 11 tirs des deux côtés, 4 tirs cadrés des deux côtés. Et au niveau des ballons gagnés, c'est presque le match nul, puisqu'il y en a eu 97 du côté rémois et 94 du côté lillois. Et même en ballons perdus, c'est encore presque l'égalité, puisqu'il y en a eu 122 ballons perdus du côté du stade de Reims et contre 121 au LOSC. Les deux seules différences que j'ai notées, c'est qu'il y a eu 7 occasions pour Reims contre 5 pour le LOSC. Et la possession de balle est par contre nettement en faveur du LOSC, qui a 57,5% de possession de balle et 42,5% pour Reims. On notera aussi que José Fonte a inscrit son second but en Ligue 1. Oui. Il aurait pu en marquer un troisième d'ailleurs absolument à la fin. Ouais. Et on note aussi, ce qui me semble intéressant, c'est que le LOSC a inscrit 10 de ses 11 derniers buts en Ligue 1, toujours en seconde période. Et ça a encore failli être le cas. Et puis donc, je notais aussi que le LOSC a égalé la plus longue série d'invincibilité à l'extérieur de la saison en Ligue 1. Le record précédent était dû par le Paris Saint-Germain, bien sûr, avec 9 matchs victorieux, donc du 18 août au 12 janvier. Messieurs, première question, est-ce que, parce que quand même, les Lillois ont dominé, ont marqué de leur empreinte la première période. Jean-Marc parlait de 4 tirs cadrés de la part de Reims, à la mi-temps il y en avait 0. Est-ce que, au moment où Fonte marque le premier but, on a l'impression que voilà, ça déroule, ça va être un plan sans accroc, et puis tout se dérègle un peu. Est-ce qu'on peut dire que Lille a gratté un point ou Lille a perdu 2 points dans ce match, Cédric? Alors moi déjà je suis pas d'accord avec vous Benoît, parce que j'ai l'impression que le match a démarré j'ai l'impression que le match a démarré à la 55e quand Lille a marqué, parce que juste là c'était quand même très 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 fermé. Oui. Et déjà les 5 premières minutes de jeu j'ai eu peur, parce que on voyait des passes entre Fonte, Soumaoro et Mendes et ça n'avançait pas grosse occasion de Loïc Rémy quand même, gardien de but, là, tellement les équipes étaient bien organisées, donc j'ai l'impression que le match a démarré avec le but du LOSC. C'est ce que montrent les statistiques, c'est qu'effectivement, sur les dernières rencontres, on a vraiment l'impression que le LOSC démarre son match après le repos. Moi, je trouve que c'est un bon point parce que Giordano. Voilà, la dernière fois que j'étais venu, ils devaient recevoir Monaco, le LOSC, et ils avaient un calendrier. On parlait du calendrier du LOSC à l'époque. Est-ce que le LOSC va finir sur le podium? Et il y avait un déplacement à Nantes, il y avait un déplacement à Reims, il y avait la réception de Monaco, et au final, ils ont perdu contre Monaco, mais ils vont gagner à Nantes. Donc un scénario assez fou quand même. Et ils vont prendre 1 point à Reims, qui est une équipe quand même cette année qui tourne du feu de Dieu, qui est restée sur 13 matchs sans défaite avant la défaite à Strasbourg justement. Donc ça reste quand même, c'est une équipe qui est en forme, qui marque en deuxième mi-temps, qui fait des bons matchs. Le LOSC va tenir la cadence et clairement c'est un bon point de prix au stade de Reims. Surtout si l'on considère que Lyon a été battu à domicile contre toute attente vendredi par Dijon. Jean-Raymond Legrand. Je pense que pour moi c'est un très bon point. C'est quand même un point à l'extérieur encore et qui s'engrange et tout doucement on va y arriver. Mais je pense que le LOSC a fait une belle opération hier. Non, moi je crois qu'il faut. Bon, le LOSC c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Paris se déplace, même s'il se déplace à 8 joueurs, ils vont gagner Paris. Et ils font match nul aussi. Hein. Oui, le LOSC, c'était au début de saison, personne n'aurait mis 1 euro sur la saison qu'ils sont en train de faire. Alors, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Et il faut aussi voir que le stade de Reims, c'est la 2e saison où ils sont euphoriques, après la montée en première div. Là, ils font une saison vraiment bien au-dessus de leur espérance. Donc, pour moi, prendre un point à Reims, qui joue à guichet fermé, ce qui est rare. Mon correspondant commercial me disait... je crois qu'on va faire cette année 3 guichets fermés. Je voulais avoir des places pour des amis lillois il a eu beaucoup de difficultés à me faire plaisir. Donc c'était l'événement. Mais je pense que Lille, c'est un bon point. Et pendant ce temps-là, Lyon fait du surplace. C'est un point de gagner. Si tu perds pas dans des équipes qui sont très très bonnes comme en ce moment le Stade de Reims, c'est pas un demi-point, c'est une victoire pour moi. Jean-Raymond Legrand. On parle de Reims, effectivement, c'est pas une petite équipe aujourd'hui. Moi, j'ai eu Jean-Pierre Caillot, pas dernièrement au téléphone.
Cellule de recrutement a carrément été changée. C'est son fils aujourd'hui qui est patron du recrutement. Oui, Il ne veut pas trop le dire, mais c'est son fils. Ah ouais. Et aujourd'hui, ils ont un recrutement exceptionnel. Je pense qu'ils font ce qu'il faut pour être là aujourd'hui. Oui, après, il faut Parce qu'ils méritent leur l'année place. prochaine, il va falloir qu'ils confirment. C'est la difficulté du problème. Oui, mais aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, là, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, c'est super. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils n'arrivent pas à accrocher un public. Ils font péniblement 10 000 personnes en règle générale. Là, hier, c'était plein parce que c'était Lille et puis Paris Lille et en Lens, 15 ils font jours. du monde. Avant l'ancienne, on faisait personne, même en Ligue 1. Hein. Ouais. Donc, Mais Lille, Reims a du mal à drainer vraiment. Est-ce que c'est un terre de foot? Non. Voilà. Non, c'est une terre de champagne. Messieurs, Exactement, bravo. je vais tendre une perche à Christian Palka. Christian Palka, je sais que vous êtes un fan inconditionnel de Mike Maignan. Est-ce que les arrêts extraordinaires, décisifs de Mike Maignan dans ce match ont permis quand même au LOSC de ne pas finalement sombrer en fin de match? Bien évidemment. Mike Maignan est de plus en plus décisif dans son club. D'autant, mais ça a été mentionné, vous venez de le mentionner, et je vous l'avais dit hier, Benoît, moi j'ai l'impression que depuis quelques matchs, Lille a un peu plus de difficulté à marquer. Oui, c'est vrai. Et donc, En tout cas, non, Tony est en train de faire une mouveuse, mais... Ah non, ils en marquent 3 en 7 minutes. Oui, mais Bamba, il connaît notamment, sont quand ça même... marque moins bien, ça marque moins, c'est moins facile qu'avant. Mais l'effectif est court. Hein. L'effectif est court aussi. Hein. On est en fin de saison, la fatigue se fait sentir aussi, Exactement. Christian. Voilà. Allez, messieurs, il y a un autre... Oui, Christian? Je vais vous quitter parce que je vais devoir changer de place et je vais revenir après. Ça va. Va t'asseoir, va t'asseoir. Je voulais ajouter un mot sur Mike Maignan. Giordano Medellin. Clairement, par rapport à la saison dernière où il faisait pas mal de bévues quand même s'il avait un énorme faute de potentiel. concentration, Voilà, notamment, c'était ça. Voilà. Je trouve que cette année, il a franchi ce cap. Ouais. Ce cap de concentration. Et ce qu'on attend d'un gardien et d'un grand gardien, c'est la Je ne concentration. pense pas que ce soit un problème de concentration. Je crois que c'est un problème d'humilité. L'année dernière, il se prenait pour un numéro 10. Et un gardien, s'il joue dans les buts, s'il joue dans les buts, c'est parce qu'au départ, il était moins bon au pied. Messieurs, il y a un autre élément dans ce match qui a été hyper important, c'est quand même le rôle de l'arbitre et de la VAR. Je vous rappelle quand même que José Font ouvre la marque à la 55e minute d'une tête incroyable. Et puis, tout va bien jusqu'à la 79e minute. Et cette égalisation de Rémi Houdin, rentré en jeu quelques instants plus tôt. Et là, monsieur Brizard est interpellé par la VAR pour vérifier. On va écouter la réaction sur ce sujet de Christophe Galtier après la rencontre. On me dit que le haut du corps de Houdin ne peut pas être une position de hors-jeu. Si un bras est hors-jeu, le joueur n'est pas considéré comme hors-jeu. Mais la tête et le buste, en position de hors-jeu, il est considéré comme hors-jeu. Et sur ce que je vois, sur les images, je vois Houdin en position d'hors-jeu. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas. Mais j'ai lu quand même le règlement avant de venir. Donc ça, c'est pour moi une erreur manifeste. Ça arrive. Alors, messieurs, je vais quand même vous préciser, je suis allé voir tout à l'heure dans les règlements, dans les lois du jeu, et que dit la règle? La règle dit un joueur se trouve en position de hors-jeu si n'importe quelle partie de sa tête, de son corps ou de ses pieds est dans la moitié de terrain adverse. Quand vous regardez les images, le tronc de Houdin et sa tête sont bien au-delà de José Font, qui est le dernier défenseur lillois. Est-ce que, selon vous, c'est une erreur d'arbitrage? C'est une erreur d'arbitrage. Pour moi, il est devant. Ça se joue à très peu. Et après, il faut savoir que ça va vite aussi. Hein. Ça va très très vite. Et généralement, oui, mais là, il y a le VAR. Que ça aille vite, que là, le juge de touche se trompe, etc. Mais la VAR, ils ont pris 3 minutes, 4 minutes pour visionner, revisionner. Quand on prend l'image arrêtée, même sur l'image arrêtée, pour moi, il est devant. Alors, les pieds, bien non, les pieds de Houdin sont de l'autre côté, mais le torse et la tête sont au-delà de José Font vers le but. Il n'y a pas eu un aménagement au niveau justement de la nouvelle règle, que c'est les pieds, c'est plus le... Oui, mais... Parce qu'il change de sans arrêt. Sur cette histoire... Pour moi, il est pas hors jeu. Mon avis personnel, il est pas hors jeu. À la limite, tu as raison de dire que tu peux penser qu'il est hors jeu, c'est pas interdit. Pour moi, il est pas hors jeu. Sur cette histoire, ça se joue au millième de seconde. Suivant un millième de seconde ou avant le déplacement du haut du corps, on peut juger que oui ou non. Voilà. Messieurs, c'est l'interprétation en fait. Les images du VAR sont beaucoup plus fines quand même que ce que vous voyez à l'écran sur les images de Canal. Donc aujourd'hui, il y a eu le VAR qui a décidé qu'il était but a été validé. Donc moi je fais confiance au VAR.
Parce que les images, il faut les voir, les images du VAR, c'est autre chose. Ça se joue au millimètre, comme tu dis tout à l'heure. Au démarrage, ils ont la possibilité de voir des images différentes de ce qu'on voit nous. Nous, on est 10 millions, 15 millions à juger qu'il est hors-jeu ou pas hors-jeu, mais c'est pas les mêmes images. Enfin, Jean-Raymond reconnaissait quand même que même avec la VAR et la décision qui a été prise, nous, on n'est quand même pas tout à fait d'accord, alors qu'on a aussi des images à revoir. Oui, il y a plus de 3 minutes de discussion, d'ailleurs. Voilà, 3 minutes de palabre. C'est ça qui est pénible. Deuxième extrait. Ça déstabilise tout le monde. Messieurs, deuxième extrait de Christophe Galtier. Parce que tout le monde vous parle de la main à la 93e minute. À partir du moment où il y a un dégagement pied-main, les recommandations de l'UEFA sont qu'il ne peut pas y avoir pénalty. Par contre, à la 71e minute, il y a un bras décollé du corps du défenseur rémois. Là, on n'a pas jugé bon d'intervenir, ou le VAR n'a pas jugé bon d'intervenir. C'est comme ça. Alors là aussi, précision du règlement. L'arbitre doit tenir compte des circonstances suivantes. Mouvement de la main vers le ballon et non pas du ballon vers la main. Distance entre l'adversaire et le ballon touché de la main, entre parenthèses, ballon imprévu. La position de la main n'implique pas forcément une faute commise de la main. Alors, petite rectification, petite subtilité, dans un guide qui s'appelle le guide de circonstances, les arbitres ont ajouté officiellement la notion d'augmentation de la surface d'opposition. Voilà, quand vous mettez vos mains, vos bras, ça élargit la capacité du joueur à bloquer le ballon. Mais qui ne figure pas dans les textes officiels. Une notion, là aussi, à ajouter au répertoire d'interprétation de l'homme en noir. Comment vous expliquez ces deux mains en pleine surface que tout le monde a vues et qui n'ont provoqué aucune réaction chez l'arbitre ni chez les assistants vidéo? Je vais vous dire que Soumaoro a complètement raté son dégagement, son contrôle, et qu'elle est venue taper sur sa main, et qu'il n'y avait pas de Rémois à proximité qui aurait pu bénéficier. Voilà, c'est tout. La faute n'est vraiment pas volontaire. Il veut faire un dégagement de défenseur. Il le rate. Il veut envoyer le ballon à Épernay pour justement gagner. Mais il la rate. Ou à Tinqueux, il le loue. Il se fait une passe rétro. S'il a vraiment fait exprès, c'est qu'il est vraiment très très fort. Il n'a pas fait exprès. Voilà, il n'a pas fait exprès, donc c'est le ballon qui ricoche sur son pied et qui va se ramasser. À un moment donné, il faut arrêter aussi ces polémiques. Mais messieurs, quand même, messieurs, j'entends bien, mais aujourd'hui... Marquons des buts, et puis après on gagnera les matchs. On est d'accord, on va pas toujours critiquer ce qui s'est passé avant. C'est vrai, mais reconnaissons quand même qu'aujourd'hui, il y a une fâcheuse tendance des arbitres, notamment en Ligue 1, à siffler systématiquement la moindre main. Enfin, je vous rappelle... Mais beaucoup trop, pour moi, il y avait beaucoup trop de pénaltys sifflés aujourd'hui. Je vous rappelle quand même ce que le PSG a vécu avec cette main de Kimpembe dans les arrêts de jeu du match contre Manchester United. Ça a éliminé PSG et c'est une catastrophe. Mais c'est pas ça qui me fait peur, moi, Benoît. C'est que vous me dites il y a un loi et règlement, et puis après il y a quelque chose de circonstance. Mais il doit avoir qu'une seule règle normalement. Il doit pas avoir une règle et après des règles de circonstance. Messieurs, il y a énormément, vous êtes d'accord avec moi, dans le foot, la part de l'interprétation de l'arbitre, même s'il est guidé, encadré, suivi par son corps arbitral supérieur, il y a une part d'interprétation instantanée et qu'on n'enlèvera jamais. Non, c'est pas un problème, c'est normal, c'est l'être humain. Alors, on va écouter une troisième, et on terminera sur le LOSC là-dessus, on va écouter une troisième intervention de Christophe Galtier. Je vais vous demander un par un, ensuite en 10 secondes, votre avis. J'étais un fervent adepte de la vidéo. Je pense que je vais rejoindre M. Michel Platini. Il disait que finalement, laissons arbitrer les hommes, que l'erreur est humaine, parce que je trouve qu'il y a encore plus d'erreurs avec le VAR qu'il y en avait auparavant. Alors, Jean-Raymond Legrand, je vous vois très énervé avec cette réaction. Non, je suis pas d'accord, il faut pas supprimer. Attends, c'est un outil qui est performant, qui a démarré cette saison, donc il faut laisser un peu de temps. Il peut encore y avoir des erreurs. Moi, j'aimais bien aussi les décisions arbitrales, mais j'en ai eu à mon profit, j'en ai eu contre moi quand j'étais président. Aujourd'hui, j'ai hurlé quand c'était contre moi et j'ai fermé ma gueule quand c'était pour moi. Donc, arrêtons de critiquer tout le temps l'arbitrage, marquons des buts, jouons, et puis ça ira beaucoup mieux. Cédric Van Alors, en 10 secondes, je suis pas sûr qu'il y ait plus d'erreurs qu'avant. Par contre, il y a plus de palabres parce qu'on fait durer les situations. Et je le dis souvent dans l'émission, moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'il peut y avoir des coupures en plein match. Et il y a des matchs où il y a la VAR, et il y a des matchs où il n'y a pas la VAR, et ça fait pas malheureusement, l'égalité. Techniquement, ça se met en place, effectivement. Il y a des moments où la VAR n'est pas là. Moi, j'ai été voir à Paris comment ça fonctionnait. Je peux vous dire que c'est exceptionnel. Et j'espère que ça fonctionnera encore très longtemps. Giordano Mezzi. Moi, je pense qu'il faut garder la VAR parce que je trouve qu'en termes d'équité, en termes de justice, c'est très très bien pour l'avenir. Alors, il faut encore rôder le système. On l'a vu par exemple contre. On l'a vu par rapport à l'Ajax, Real de Madrid, sur le but de l'Ajax. Je crois que c'est le 3e parce que le ballon était sorti en touche ou pas en touche, mais la caméra n'était pas en face. Donc voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut encore bien perfectionner. Mais au-delà, je vais reprendre aussi la Juve contre l'Atlético match retour. Le premier but de la Juve, il est annulé. Voilà, il est annulé et il a bien fait d'être annulé. Voilà, je peux parler de la France. Non, mais il y a pas de souci. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les fautes de main, et pour revenir sur Benoît, ce qu'il disait tout à l'heure, les fautes de main dans la surface de réparation, quand c'est un adversaire qui envoie le ballon sur le défenseur, systématiquement, il y a pénalty. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tony. Moi, je crois que moi, je suis pour justement qu'on le supprime. Mais bon, si ça doit être maintenu,
pourquoi pas, si ça peut améliorer. Pour l'instant, on n'a pas vu. Moi, ce qui m'embête, c'est les coupures de 4, 5 minutes, 6 minutes, avec tout. Tu veux qu'on les caméras. c'est ça? Tu veux qu'on Non, ça ne me dérange pas qu'ils maintiennent. Mais je voudrais que les décisions aillent beaucoup plus vite. 6 minutes. 6 minutes, t'as le temps d'aller boire un verre au bistrot du coin et de revenir. Et l'équipe est plus dedans. Je veux dire, tu coupes le jeu. Voilà, non. Ça, 6 minutes, s'ils sont pas capables de gérer ce problème en 2 minutes, il faut le supprimer. S'ils sont pas capables, 2 minutes, on gère. S'ils sont pas capables, on supprime. Et la pression de l'attente, parce que les joueurs qui attendent pendant 6 minutes, il y a but, il n'y a pas but, enfin, il y a but, il n'y a pas but. Ils doivent s'embrasser. Avant de dire but, il faut d'abord qu'ils contrôlent. Hier, le Rémois, on sait pas si on fait la fête ou le pas la fête. Rémois, il marque. Il va pour justement vers. Bien sûr. Et il attend. Et à ce coup, il fait ouais, c'est bon, le but, il est bon. Ça a cassé le truc, quoi. Messieurs, la conclusion de Jean-Marc Devray sur ce sujet. Alors rapidement, moi je suis favorable à la VAR. Alors déjà, elle a permis de rectifier pas mal d'erreurs d'arbitre cette saison, c'est incontestable. Et deuxièmement, on va prendre l'exemple du rugby, où là, c'est le jugement est quand même, c'est plus compliqué, les règles sont plus difficiles à interpréter. Il y a des coupures qui sont nettement plus longues, et elles sont parfaitement acceptées à la fois par les joueurs et le public, et permettent de réparer. Ouais, donc on va attendre que le système dans le foot US, l'arbitre doit à 1 minute 30 pour prendre sa décision. 1 minute 30. Messieurs, certainement que ce système va s'améliorer. Le patron des arbitres, ils reconnaissent que lorsqu'il y a des erreurs de l'arbitre, Garibian, ils pourront toujours faire école pour les arbitres. De temps en temps, ils devraient dire non, il y a une erreur. Monsieur Gianquinto, vous n'êtes pas très discipliné quand Christian Palka n'est pas là. Vous allez voir, ça va être terrible. Allez, c'est terminé pour le LOSC. Tribune VAFC. Messieurs, c'est donc terminé. On va parler de Valenciennes. Je vous rappelle quand même que dans 15 minutes, ça sera la revue du net de Jean-Marc Devray. Jean-Marc, de quoi allez-vous nous parler ? Bien, ce sera une revue exceptionnelle, puisque pour une fois, on ne parlera pas d'Eden Hazard, même si sur la toile, on évoque sa signature quasi certaine maintenant au Real Madrid. Alors, je préfère vous parler d'abord du loupé monumental de l'attaquant parisien Eric Maxime Choupo-Moting, qui, vous le pensez bien, a fait le buzz sur tous les réseaux sociaux. Ouais. On parlera aussi des joueuses de l'équipe de France qui sont mises en valeur sur un site glamour, c'est assez étonnant. Et puis enfin, on évoquera la dernière gaffe de Laurent Pacadelli qui a provoqué la colère de l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, comme on dirait dans la langue de Goethe. Allez, messieurs. Tribune VAFC. Voilà, ça y est, on est à 2 pieds, les 2 pieds joints dans le sujet valenciennois. Les Valenciennois, je vous le rappelle, de nouveau battus à domicile, cette fois par 3-1. C'était vendredi. 6e défaite à domicile depuis le début de saison, contre 4 nuls et 6 victoires. Jean-Marc, avez-vous d'autres statistiques à nous donner sur le VAFC ? Il en a, c'est sûr. Oui, j'en ai forcément sur tous les clubs. Alors, sur ce match, ce qui me semble intéressant, c'est, je vais vous donner les statistiques habituelles. Donc, tir cadré, il y en a eu 3 pour Valenciennes, un seul pour 3. Donc, ça montre quand même le match était assez fermé. Je parle des tirs cadrés. Les tirs généraux, il y en a 8 pour Valenciennes et 5 pour 3. Et au niveau des occasions, c'est également très, très révélateur. 2 occasions comptabilisées pour Valenciennes, pour une seule pour 3. Ça prouve que l'Estac est quand même un club très, très réaliste, puisqu'ils ont eu une occasion, ils marquent. Et puis au niveau de la possession de balles, elle a été encore une fois l'avantage des Valenciennois, avec plus de 54% contre 45%, donc à 3. Supporters valenciennois, je vous rappelle que l'émission est interactive et qu'on attend bien sûr vos questions sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et de France Bleu Nord. Autour de la table ce soir, Jean-Raymond Legrand, ancien président du VAFC, Cédric Van Goten, agent de joueur, Giordano Melilli, entraîneur de clubs, notamment dans le bassin minier, Tony Gianquinto, ancien joueur, défenseur du LOSC et directeur sportif. 1m75. Jean-Marc Devray, journaliste de la rédaction de France 3 et moi-même, France Bleu Nord. Messieurs, on va commencer par la première question. C'est quoi ce parcours ? Mais alors, c'est les montagnes russes, on le dit, Christian Palka le dit de semaine en semaine. Je gagne, je perds, je gagne, je perds, je gagne, je perds. À quoi rime cette saison valenciennoise ? Qui veut prendre la parole sur ce sujet ? C'est un peu difficile de parler de ce problème valenciennois parce qu'ils ne sont pas constants. De où et de quoi ça provient, j'en sais rien. Bon, ce qui est bien, c'est que quand ils sont un peu trop sur le rouge, et pas uniquement à cause de leur maillot, la couleur de leur maillot, ils arrivent à enchaîner 2-3 bons résultats qui leur fait sortir la tête un petit peu de l'eau. Mais le problème, c'est que quand tu gagnes à l'extérieur, comme ils ont gagné à Brest, ils avaient enchaîné 2-3 résultats, et puis tu es battu par une équipe troyenne aussi, qui est aussi en dents de scie, qui fait un championnat moyen.
qui avait annoncé des ambitions de retrouver la L1, les Stacks. Non, Ils sont en train de se replacer. Hein. Ah oui, Ils sont 5e, ils ont mis attention, Lens. Oui. Non, mais c'est sûr que j'ai toujours. La L2, c'est une compétition très, très difficile. Tu gagnes 2-3 matchs dans une semaine de compétition, tu recolles au peloton. C'est ce que Troyes y fait. Mais Troyes n'est pas constant, c'est comme le Havre. Et Valenciennes, avec un tout petit peu de rigueur défensive, aurait pu se mêler aux 6e place. Oui, ils ont inscrit 24 buts à domicile depuis le début de saison, mais ils en ont encaissé 24. Alors, j'avais envie de vous dire, finalement, Troyes est une équipe ambitieuse qui peut ambitionner les barrages en fin de saison. Est-ce que finalement, c'est pas l'écart qui aujourd'hui sépare Valenciennes des équipes de haut de tableau? Non, mais sauf que je peux pas être d'accord avec vous. Ils ont gagné le derby de façon excessivement brillante contre Lens. Et ils sont allés, mais Tony, ils sont allés gagner à Brest 5-2 en menant 4-0 à un quart d'heure de la fin. Non, Valenciennes est capable de battre les meilleures équipes de Ligue 2. À Lille, hein, donc il y a un autre problème. Il y a un autre problème à Valenciennes. Oui, un problème de concentration. On va demander quand même l'entraîneur où il en est aujourd'hui. Il faut savoir que l'entraîneur ne sait pas ce qu'il fera l'année prochaine. Oui. Il ne sait toujours pas. Bon. Les joueurs, je ne vais pas citer de nom. Oui, Christian. Christian Palka, en direct du stade Gaston Petit à Châteauroux. On vous écoute, Christian. Mais moi, je trouve que l'entraîneur, et je ne suis pas le seul à le penser, l'entraîneur finalement, il fait du bon boulot. Mais j'ai pas critiqué. J'ai simplement dit qu'il ne savait pas où il en était aujourd'hui avec le club. Et je crois, je pense qu'il fait du bon boulot. Non, et puis je crois, et ça c'est important pour un entraîneur, je crois qu'il y a le groupe avec lui, quoi. Voilà. L'entraîneur a le groupe, oui. Ouais, l'entraîneur a le groupe avec lui, voilà. Il prêche pas dans le désert, même si il reconnaît que pour faire passer les messages, à l'unisson, c'est des fois compliqué. Mais ça, c'est partout, hein. Je crois que c'est partout, c'est dans tous les clubs. Oui, mais quand t'entends les avant-matchs de Didier Roudet, quand il parle, quand il raconte, les joueurs ont un peu marre de savoir. Sébastien Roudet, c'est l'ancien dirigeant lensois qui est parti à Rennes. Sébastien. Quand Seb parle aux médias, donc à toi certainement, Christian, il ne sait plus, c'est vendu, c'est pas vendu, on va changer. Ah oui, bien évidemment, mais nous, attendez, Jean-Raymond, nous on est pareil, je suis content. Benoît a une excellente idée en vous invitant, parce que on a l'impression qu'il se passe plus rien à Valenciennes et que tout est remisé dans le tiroir, le dossier, le dernier tiroir en bas, quoi. Mais il y avait 2 acheteurs sans argent, donc c'est facile d'acheter un club sans argent. Ouais. Où les fonds sont jamais arrivés, il faut dire la vérité. Avec l'argent des autres, c'est facile. Ouais. Voilà, exactement. Les ministres qui n'ont pas d'argent, mais ça c'est fait, c'est comme ça. Oui. Mais aujourd'hui c'est fait. Mais aujourd'hui, les joueurs savent pas. Moi, j'ai vu comme d'autres joueurs encore la semaine dernière. Un jour, c'est vendu. On vient dans le vestiaire leur dire, ben voilà, ça, dans 6 mois, dans 3 mois, je suis parti, c'est plus moi. Le lendemain, c'est plus vendu. Aujourd'hui, il y a une offre qui paraît pour moi la meilleure pour restabiliser Valenciennes, comme l'a fait Strasbourg dans mon carton bleu. C'est Partouche, qui est prêt à faire l'effort de revenir à Valenciennes et influer et mettre l'argent qu'il faut. Il y est déjà actionnaire à 20% de la holding. Mais aujourd'hui, il a quand même mis près de 2 millions. Jean-Raymond, oui, et dans leur malheur, si on peut appeler ça un malheur, à Valenciennes et Didier en premier lieu, ils ont du pot. Ils ont du pot parce que les résultats sont pas si mauvais que ça, quoi. Mais il y a toujours un match, comme tu me disais tout à l'heure, il y a toujours un match qui vient remettre en place, qui vient les replacer quelque part. Et heureusement, parce que moi, je veux que Valenciennes reste au moins en Ligue 2. C'est la moindre des choses, parce que Valenciennes, s'il descend, c'est la mort du club. C'est la mort. Et j'ai surtout pas envie, moi, en tant qu'actionnaire, que le club descende en national, parce que ce serait une grosse catastrophe. Mais aujourd'hui, les joueurs ne savent pas forcément où ils en sont. Donc ils suivent bien le coach, tu as raison. Ils sont derrière le coach, mais le coach ne sait pas non plus, lui, où il en est. Jean-Raymond, si je ne suis pas indiscret... Et on terminera avec ça, Christian. Hein. Ouais, si la question est embêtante, vous ne répondez pas. Vous êtes actionnaire avec un droit de parole ou vous n'avez rien à dire? C'est ce que j'allais dire. Je suis actionnaire avec un droit de fermer ma gueule. Jean-Raymond, on va préciser, Christian, que Jean-Raymond... Et de rien savoir. Jean-Raymond est actionnaire de la SASP Valenciennes Football Club qui dirige le club de Valenciennes, sauf que cette SASP, elle est détenue par une holding qui s'appelle DRH. D'ailleurs, j'ai appris que ça voulait dire Diable Rouge Holding. Diable Rouge Holding. Et Edis Diex, visiblement, cherchait à vendre les parts de cette holding. Uniquement les parts de holding. Donc, Jean-Raymond, qui est actionnaire au niveau de la SASP, n'a rien à dire sur la vente de la holding. J'ai heureusement quelque chose à dire parce que j'ai une action dans la holding. Mais ne soyons pas trop techniques. Donc, avec l'action dans la holding, je suis obligé quand même d'avoir des éléments. Et je fais partie de l'Assemblée Générale.
D'accord. Jean-Marc, des réactions d'internautes sur ce sujet? Oui, ben effectivement, elles vont tout à fait dans le sens du débat, là, puisque beaucoup de supporters se posent la question de l'avenir du club. Il y en a un qui demande, en fait, on en est où des différents projets? Alors certains préfèrent visiblement le projet Partouche, et puis il y en a qui beaucoup s'inquiètent de l'avenir, de la prochaine saison, puisqu'on se dit avec tous les fins de contrat, les prêts, les joueurs qui partiront, eh bien, on risque de jouer avec des plots la saison prochaine. Jean-Raymond, qu'est-ce que vous leur Aujourd'hui, répondez? il faut revendre. Pour finir la saison, il va falloir faire des ventes pour entre 2 et 3 millions. Donc on va se débarrasser des petits jeunes valenciennois quand ils formés, qui sont là. Il n'y aura plus encore de joueurs. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient justement injecter des fonds, comment fait-on l'année prochaine? Et Partouche est prêt à le faire. On va savoir qu'Eddie Ziek ne veut pas de Partouche. Oui, mais donc ça, aujourd'hui, cette la porte est rivalité. fermée. Attendez, Tony, il y a quand même l'intérêt supérieur de l'entreprise. Moi, on m'a toujours appris qu'à un moment donné, les hommes passent, les institutions restent, et la seule chose importante pour les supporters valenciennois, c'est l'institution VAFC. Alors, pour les supporters, je veux leur dire quelque chose. En 2014, je pouvais rester président du club. J'ai voulu laisser ma place quand le club est descendu en Ligue 2. J'ai abandonné toutes mes actions qui valaient 13 millions pour 0 On euros. vous a pas forcé la main à l'époque, Pas du tout. Pour 1 euro, j'ai rendu mes actions pour 1 euro, parce que je voulais que le club redémarre. Je me suis battu pour que le club, qui était énormément rétrogradé en CFA, reste en Ligue 2. Donc le 11 juillet, on a laissé le club en Ligue 2. Et c'est ma fierté aujourd'hui que le club soit en Ligue 2. Il faut qu'il y reste. Mais il faut laisser un jour passer la main. Il ne faut pas s'accrocher à un fauteuil en disant c'est mon fauteuil, j'y tiens. Passer la main, il faut savoir s'effacer quand il faut. Allez, un mot de Tony. Moi, je voudrais poser une question à Jean-Raymond, qui est le régional de l'Étape quand on parle de Valenciennes. Est-ce que, malgré que ce soit un club qui est dirigé par des, comment dirais-je, des hommes publics et des industriels, est-ce que la mairie ne peut pas, la mairie ou même la communauté urbaine, parce que le stade, il a quand même été financé par les deniers publics. Tony. Alors si pardon Benoît, non, mais on peut plus mettre d'argent public aujourd'hui dans un club professionnel. Mais ils peuvent aussi favoriser. Bon, moi je crois, je l'ai dit il y a très longtemps ici. Alors je sais ce que tu pour sauver le VAFC, il faut des locaux, parce que les locaux, comme Jean-Raymond, comme le groupe Partouche, ils connaissent le tissu économique, ils connaissent le Valenciennois. C'est pas des Brésiliens. Moi, ça m'a fait rigoler quand on entendait parler des Brésiliens. Qu'est-ce que les Brésiliens, ils vont venir à Valenciennes? Il y a d'autres clubs dans le monde pour aller acheter un club. Ce sont les locaux. Mondialisation, avec, je vous rappelle. Oui, non, mais avec quand même, avec le soutien de la municipalité, enfin des gens qui dirigent la ville. Mais la municipalité veut le projet Partouche. Mais aujourd'hui, il y a un actionnaire de la holding qui vendra ses parts à qui il veut. Et s'il ne veut pas les vendre Partouche, oui, il n'y a rien qui l'oblige. Après, tu vas fermer les robinets, tu vas dire tu n'auras plus d'argent. Mais ce n'est pas le but. Aujourd'hui, le club peut mourir si on ne fait rien. Oui, mais justement, avant qu'il meure, il faut faire quelque chose. Jean-Raymond, il existe quand même, de par le fait que M. Partouche, à un moment donné, a injecté dans les comptes courants du club un peu d'argent, il y a une clause qui dit que si M. Ziek ne rembourse pas en juillet 2020, le club automatiquement deviendra sous le contrôle de M. Partouche. Non, mais comment on sera en 2020? Est-ce qu'on sera encore en Ligue 2? Est-ce que le club peut encore patienter à vivoter comme ça jusqu'à l'été 2020? Moi, je pense que là, c'est vraiment une saison tournante, parce que d'abord, vendre des joueurs, renflouer pour l'année prochaine, parce que des joueurs, si tu prends des joueurs libres, c'est pas forcément les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et si le club ne remonte pas, je pense qu'on va y aller tout doucement. Et j'y tiens pas, parce que mon cœur est valenciennois et j'ai pas mis tant d'argent dans un club pour le voir mourir demain. Bon, je vais faire du Christian Palka, on va être très optimiste, on va espérer que M. Ziek trouve une solution pour vendre son club dans les conditions qu'il souhaite, mais surtout dans l'intérêt du Valenciennes Football Club. Je suis de tout cœur avec lui, qu'il réussisse à le faire et qu'il vende le club au plus vite. Ça aussi c'est dit, et puis Christian Palka, je me permets à votre place de lancer une invitation à M. Ziek qui vienne dans Tribune Nord nous dire exactement, rassurer ses supporters, nous dire quels sont ses projets à court terme pour le club et si Valenciennes va se maintenir correctement en Ligue 2 et puis peut-être retrouver des espoirs pour la suite. Messieurs, on passe dans quelques instants à Lens, mais pour le moment, mon cher Jean-Marc, je vous devance parce que vous deviez me dire dans un quart d'heure, ce sera le Palcapif. Eh ben, je vous dis, dans un quart d'heure, ce sera le Palcapif qu'on peut rebaptiser le 2 Covideville-Épif. Voilà, et merci donc on va beaucoup. pronostiquer sur quel match. Et on pronostiquera bien sûr sur le derby de samedi prochain à 15h, Lens-Valenciennes, et sur, bien sûr, le choc de la Ligue 1, le Dauphin qui joue le leader, le LOSC qui accueillera le PSG. Mais pour le moment, mon cher Jean-Marc, c'est votre revue du net. Tribune Nord, le tour du net.
Eh bien donc on ne peut pas échapper bien sûr au loupé magistral de Éric-Maxime Choupo-Moting hier. Alors pour ceux qui n'ont pas vu en direct le match Strasbourg-PSG, il n'y a pas de problème. Le loupé extraordinaire de l'attaquant germano-camerounais figure depuis hier soir sur tous les réseaux sociaux. Ça va plaire à notre directeur. Ça. Effectivement. L'inénarrable, le joueur mascotte de Paris, célèbre pour sa maladresse, a réussi son chef-d'œuvre, on peut le dire, en dégageant sur la ligne de but strasbourgeois le tir de son équipier Christopher Nkunku. C'était à la 28e minute. Ouais. Et depuis, Choupo-Moting est devenu la risée des réseaux sociaux, sans doute, et même notre confrère de la chaîne de l'équipe, Didier Roustan, affirme très justement qu'il y a eu une arcodada, il y a eu une Madjer, il y aura désormais une Choupo-Moting. Voilà, c'est gravé dans le marbre. Voilà, et la presse du monde entier d'ailleurs n'a pas hésité à titrer sur cet export, on peut le dire. Le Corriere dello Sport en Italie a parlé de l'erreur du siècle. Le quotidien espagnol Marca parle de la gaffe du week-end, c'est plus modeste, du jamais vu en tout cas. Et puis le numéro 17 du PSG fait même parler de lui aux antipodes, puisque sur le très suivi site Australian Newscom, eh bien, il affirme avoir assisté au pire raté de l'histoire du football, tout simplement. Bref, ce garçon qui, au demeurant tout à fait charmant, entre à sa façon dans la légende du football. On soulignera au passage, Benoît, que son courage, parce qu'il s'est quand même présenté à la presse après le match, un exemple dont devraient s'inspirer les joueurs du LOSC. Ça, c'est vrai. Cela dit, il nous a dit, la vie continue. Tant mieux. Ça n'a pas eu l'air de l'ennuyer plus que ça. Jean-Marc. Et puis l'autre gaffe du week-end a eu lieu à l'occasion du même match entre Strasbourg et le PSG. La mettre à l'actif de Laurent Pacadelli, que l'on ne présente plus. L'homme de terrain de Canal+ a provoqué la colère de Thomas Tuchel car il portait un maillot strasbourgeois quand il allait interviewer le gardien de Strasbourg, Mats Sels, désigné homme du match. Ça fait rire notre gardien belge, mais pas Thomas Tuchel. Là aussi, les supporters ont assez violemment réagi sur les réseaux sociaux, rarement en faveur de Pacadelli. Et l'entraîneur du PSG, qui a la culture très germanique, n'a pas compris l'humour très potage de Paga. Ce dernier s'est d'ailleurs excusé ce matin pour cette blague effectivement très moyenne. Troisième sujet. Et puis en parcourant le web, j'ai découvert ma grande surprise que les joueuses de l'équipe de France captaient l'attention d'un site appelé glamourparis.com, donc absolument rien à voir avec le football. Et ce site publie chaque jour une fiche en forme de biographie consacrée aux Bleus qui vont disputer la prochaine Coupe du Monde du 7 juin au 7 juillet. Alors Corignac, la sélectionneuse qui, je vous rappelle, est née à Croix, et la Lilloise Amandine Henry, certainement la meilleure joueuse française du moment, ont déjà eu droit à leur fiche. Bien, on espère maintenant que d'autres nordistes suivront. Alors je pense à la défenseur de Guingamp, Julie de Béver, qui est née à Marc-en-Barœul en premier lieu, mais aussi à la joueuse de Barcelone, Kéra Abraoui, qui est natif comme Corignac de Croix, qui vient de faire son retour en sélection. Et puis pourquoi pas l'attaquante cambrésienne du LOSC, Colé Batassar, si elle revient dans les petits papiers de Corignac. Corignac qui annoncera sa sélection finale le 26 avril. Et le dernier match de préparation a lieu ce soir à Strasbourg contre le Danemark. Et ben voilà, c'est dit, c'est fait. Et on passe à la dernière partie de l'émission. Tribune sang et or. Allez messieurs, dans 10 minutes, ce sera le Palcapif. Mais avant ça, on parle de Lens qui se déplace ce soir sur la pelouse de Châteauroux. Messieurs, avant le coup d'envoi de ce match, Lens est 6e à 3 points de la 5e place, dernière place de barragiste occupée par 3. À l'extérieur, Lens affiche un bilan de 5 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Mais une seule victoire lors de ces 5 derniers déplacements. Jean-Marc, vous avez aussi d'autres chiffres. Oui, alors les chiffres, bien sûr, sont des chiffres, des statistiques d'avant-match. Moi, j'en retiendrai qu'une seule, c'est sur l'ensemble des duels qu'opposait Châteauroux à Lens ces dernières années. Eh bien, c'est le match nul total, puisqu'il y a eu 3 victoires pour Châteauroux, 3 matchs nuls, et donc 3 victoires pour Lens. Et on notera que Lens ne s'est jamais imposé à l'extérieur à Châteauroux. Intéressant. Ça commence ce soir. Ça promet. Christian, est-ce que un petit mot à dire sur les statistiques que nous a proposé Jean-Marc Devray? Je pense qu'il faut Lens n'est plus dans un état à s'occuper des statistiques. Lens, si Lens ne veut pas rester où il est, c'est-à-dire en Ligue 2, Lens doit gagner ce soir. Est-ce qu'il en est capable? Je me le demande. Vraiment, je me le demande. Là, ça va être... Écoutez, ici, Châteauroux, ils sont 16e. Ils risquent pas grand-chose. Enfin, ils sont... Ouais. Mais Christian, ils sont allés faire un match pourri au Gazélec qui était guère mieux il y a 15 jours. Ils ont fait un match complètement inexistant, les Lensois. S'ils sont pas capables de s'arracher pour aller battre cette équipe, dont la qualité lensoise vaut largement la qualité de Vous en êtes sûr? Oui, quand même. Je sais pas, je me fais l'avocat du diable. Alors là, on enlève l'échelle. Donc s'ils ne sont pas capables de s'arracher et vraiment montrer quelque chose
qu'on ne voit plus à Lens, quoi. On s'emballe plus. On s'est emballé au début d'année. Moi, je me suis emballé comme un malade et je regrette parce que maintenant, on s'emballe plus. On s'ennuie en regardant Lens. J'espère que ce soir, ça va enclencher le truc. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes au courant, Benoît. Et puis, il n'y a pas que Benoît. Jean-Marc aussi, tout le monde. Ça commence à brouillonner un petit peu dans la Marek. Hein. J'allais vous en parler après, mais bien sûr, ça a sifflé lors du dernier résultat à Bollard, du résultat nul. Les supporters exigent. Alors, est-ce qu'ils ont quelque chose à exiger? Ça, c'est autre chose, mais en tout cas, pour le moment, ils sont dans l'état d'esprit que le club doit monter. Mais Christian Palka a pointé du doigt les mots du Racing Club de Lens, actuellement. C'est l'état d'esprit. Il n'y a pas de révolte. C'est l'équipe qui joue pour les barrages, qui doit jouer pour la montée. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de prise de risque. Alors, en début de saison, c'était pas mal. Il y avait un peu de fond de jeu. Il y avait des jeux en triangle. Il y avait de la construction. C'était intéressant. Des beaux buts, tout ça amené. Mais j'ai l'impression que l'équipe n'a pas progressé. Au contraire, elle s'est liquéfiée. Elle s'est liquéfiée. Le Racing Club s'est liquéfié. Et moi, je vais vous dire un truc, Benoît, et à vous tous, je vais vous dire un truc. On vous écoute, Christian. Si ça foire encore ce soir et que le derby s'engage très rapidement, on va voir dans la Marek ressortir les pancartes. Rendez-nous Sico. Espérons que ce ne soit que les pancartes. Tony, réagis à ce que vous venez de dire. Moi, mon inquiétude grandit. Pour Lens, je croyais fermement qu'ils allaient quand même se stabiliser entre la 3e ou la 4e place. Et puis là, ils descendent. Mais lorsque tu n'es pas capable de gagner chez toi, contre Le Havre... Ils ont plutôt des bonnes statistiques à domicile. 33 000 personnes l'année dernière. 300 personnes, exactement. Le Havre joue pendant plus d'une demi-heure à 10. Et tu gagnes pas. J'y étais le lendemain de ce match à Lens pour des affaires commerciales. Mais moi, jouer un match comme ça, j'aurais peut-être pas été bon. Mais j'aurais marqué un but, j'aurais fait marquer 33 000 personnes qui te poussent et tu n'es pas capable d'aller marquer un but à une équipe qui joue à 10. Non, la première c'est ça l'inquiétude, c'est que tu bats pas le Havre, catastrophique. On connaît pas le Havre alors qu'il joue à 10, tu dis, t'es pas sûr de gagner à Châteauroux. Et si tu gagnes pas à Châteauroux, c'est la fin des haricots. Jean-Marc, une réaction d'internaute peut-être. Oui, effectivement, vous parliez un petit peu des supporters qui commencent à s'impatienter. Effectivement, c'est ce qui apparaît un petit peu sur les différents messages sur le compte Facebook qui apparaissent, puisque il y a notamment Sébastien qui dit que depuis le début de la saison, c'est compliqué. Il devrait être en haut sans discussion. S'il vient à monter, ce sera tiré par les cheveux. Et puis aussi d'autres réactions. Ce sera très compliqué pour la montée, effectivement. Et puis, j'ai même un supporter, normalement de Lens, qui dit allez les Berrichonnes. Donc voilà, c'est quand même assez clair. Attendez, messieurs, une question très simple. Est-ce que ce soir, c'est le match de la dernière chance? Cédric Van Goten? Non, mais par contre, moi j'ai peur quand je vois les résultats, là, les derniers résultats, que l'enjeu prend de plus en plus la place sur le jeu. Alors déjà, il y a certains matchs, c'était pas faramineux le jeu, mais en plus là, l'enjeu. Puis après, on a fait une croix sur les 2 premières places. Puis maintenant, petit à petit, on se dit, peut-être on va faire une croix sur les places de barragistes. Et c'est ça qui fait peur en réalité. Cédric, oui. Et ça sera de pire en pire, je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, chaque résultat va confronter les Lensois devant la vérité. La vérité, c'est on peut monter. Au début, c'était on va monter. Après, on peut monter. On peut encore monter. Et si ça continue comme ça, très vite, ça va être... on peut plus monter. Le mur se rapproche. Giordano, bien évidemment. C'est le match de la dernière chance, clairement. Il y a déjà un écart dans le classement. 3 points sur 3, le 5e. Et en sachant qu'on va encore jouer Lens, va encore jouer Brest, va encore jouer Lorient. Concurrent quasi direct. Mais il faut pas que c'est pas là. Valenciennes dans le derby, en sachant que Lens n'arrive pas à se galvaniser, et un derby, on demande des vertus mentales, des vertus morales. On n'arrive pas à se transformer devant 30 000 personnes. Sincèrement, ça va être le package FIF dans 5 minutes, mais moi je vois une victoire de Valenciennes à Lens, clairement. Christian, on était ensemble à l'arrivée de Joseph Ougoulian, on avait fait les confs de presse, on a connu les époques Mamadov, etc., etc. Joseph Ougoulian, quand il a récupéré le club par le tribunal de commerce de Paris, il s'était fixé un programme de montée en Ligue 1 en 3 ans. Ça n'a pas marché la première année avec Casanova, ils ont fini 4e. Ça n'a pas marché la deuxième année, ils ont fini avec Casanova, Viret, Sico, etc., dans le bas du tableau. Est-ce que cette année, ça va encore échouer? Et est-ce qu'il est en train, selon vous, de rater son objectif, sa mission de monter le club dans les 3 ans? Écoutez, j'espère me tromper, mais je pense que oui, quoi. C'est difficile. Maintenant, il faut. Alors,
tout est possible, mais il faut qu'ils finissent en boulet de canon, quoi. Et en boulet de canon, pas sur les 2 derniers matchs, à partir de maintenant. À partir de Desserrer le maintenant. frein à main. Ça, c'était Tony. Par contre, Raymond n'a pas du tout l'air d'accord avec vous, Christian. Jean-Raymond Legrand. Non, écoute, je pense qu'il faut continuer à y croire et je pense qu'ils vont y arriver quand même. Moi, même s'ils sont barragistes. Mais vous rigolez, Jean-Raymond, vous dites ça par solidarité pour vos copains, votre copain président. Mais pas du tout, parce que le club de Lens, c'est pas un club qui doit rester en Ligue 2, je suis désolé. Quand tu as 33 000 personnes pour un match de Ligue 2, c'est un club qui doit être en Ligue 1. Non, mais c'est pas la question, je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Il me dit vous mais maintenant, c'est bien. est-ce que vous y croyez encore? Quand vous me dites vous y croyez encore, moi, écoute, j'étais au match du Havre, je vais te dire, première mi-temps, je me suis fait chier. Voilà, parce qu'il n'y avait rien. Ils se sont réveillés en deuxième mi-temps, mais un peu trop tard. Comme tu dis, quand on joue à 10 contre 11, on doit au moins essayer de marquer un but. Tu dois marquer. On a loupé l'occasion à la 92e minute, elle n'est pas dedans, et puis c'est tout. Mais moi, j'ai de la peine pour Guillaume Gillet, parce que Guillaume Gillet fait un super match contre. J'ai l'impression que c'est le seul cadre de cette équipe qui tienne véritablement son rang et qui tienne véritablement la. Mais tout seul, il est trop tout seul, il n'est pas suivi, il essaye d'haranguer, il était derrière, devant, il était partout. Même lui, il a fini, il était cramé, il était cuit. Mais il a quand même dit, c'est lui, le Belge, international belge, qui a dit il y a quelques semaines, on n'a ni le talent ni le mental pour remonter en Ligue 1 avec cette équipe. Quand tu dis ça avec tes capitaines, ça veut dire que tu propulses pas non plus tes coéquipiers. Est-ce que le capitaine il était très réaliste, Tony? Oui, mais tu peux rien espérer à ce moment-là, Benoît. Lorsque ton capitaine, qui a un parcours professionnel valable, international belge et compagnie, il te dit ça, ça veut dire que allez, tu ranges tes chaussures et tu joues plus et tu montes pas. Il n'a pas confiance dans ses partenaires. Cédric Van Goten. Je peux poser une question à Christian. Est-ce qu'il a l'équipe? Et après, on passe au Palcapif. Pour voir. Est-ce que vous avez la compo d'équipe, Christian? Non, je peux pas bouger, il la monte pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, bougez pas, c'est rien. Reste à ta place, Christian. Regarde le match, ramène les 3 points. Christian, dans quelques secondes, on va passer au Palcapif. Oui. On vous confie une mission, débrouillez-vous, mais faites-les gagner. Ramène 3 points, Christian. Sinon, tu viens pas, c'est pas bien. Si ça te passe bien, tu retires la prise et le stade, il n'y aura plus de lumière. Voilà. Match va t'arrêter. Allez, messieurs, ça en est terminé pour Lens. Le Palcapif. Allez, on a 3 minutes pour faire le Palcapif. On doit rendre l'antenne à 58, il est 55, messieurs. On pronostique sur le match, le derby Valenciennes-Lens, sur le choc complet, je crois, guichet fermé, la semaine prochaine au stade Pierre-Mauroy, quelques heures après le prestigieux Paris-Roubaix qui accaparera notre Christian Palka une bonne partie de la journée. Il aime bien le vélo maintenant. Il adore le vélo. Et il a quelques connaissances en plus. Alors, messieurs, je ne vais pas demander à Jean-Marc de nous rappeler le classement, etc. De toute façon, je suis en tête, autant le préciser, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et par contre, je vous confie la mission de noter les pronostics et de les donner cette semaine à Maxime Lectevoet, qui sera de retour la semaine prochaine à votre place, alors que Christian Palka sera de retour ici. Messieurs, on commence le tour de table. Vos pronostics, Tony Gianquinto. Lille-Paris. Alors, on va vous demander aussi, comme il n'y a que 2 matchs, de nous donner un score. Voilà. Paris 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille. Et le derby. Et le derby. Devant le micro, Tony. Je pense que Lens... Un score, allez. 1-0 pour Lens. Ok. 1-0 pour Lens. Jordan Omelidi. Alors, Lille-Paris 2-1 pour Lille et Lens-Valenciennes 2-1 pour Valenciennes. Cédric Van Goten. Un partout sur chaque match et Christian Palka qui gagne Paris-Roubaix. Et Christian Palka qui gagne Paris-Roubaix. Et pourquoi pas Jean-Raymond Legrand, vos pronostics, s'il vous plaît. Lille-Paris, je vois Lille gagner, oui, aussi. Parce que Paris n'est pas dedans aujourd'hui. Quel score? 3-2. 3-2 pour Lille. Et le derby? Je peux me... Joker. Voilà, Joker. Que le meilleur gagne. Je veux que Lens monte en Ligue 1, mais je veux que Valenciennes reste en Ligue 2. Mon cher Jean-Raymond, vous avez un petit côté Christian Palka quand même. Non, mais il faut l'excuser. D'ailleurs, Christian, vous avez raté quelque chose de très grand la semaine dernière au Stade Bollard. À un moment donné, on était en zone mixte, on interviewait les joueurs, et là, on a vu arriver Jean-Raymond Legrand, on a vu arriver Jacques Watté, votre ami Jacques Watté, on a vu arriver Gervais Martel. Il y avait du lourd. Je me suis dit, il manque Christian Palka pour faire les Dalton. Et le président Percheron. En tout cas, énormément d'expérience qui était réunie. Alors, Christian, vous n'êtes pas physiquement présent ici avec nous à Lille, mais vous allez quand même nous donner vos 2 pronostics. Si Christian Palka participe au Palcapif, où va-t-on? Lille paraît un poulidor, il va dire. Alors, allons-y, LOSC PSG. Alors, victoire du LOSC. Combien? 1-0. Et donc, pour le derby?
Allez, j'ai la feuille de match, je vais vous la donner vite fait. Attendez, donnez vos pronostics. Faisons les choses dans l'ordre. Lens VA. Match nul. Combien? Match nul. 1-0, un partout. 3-2. Un partout. Allez, moi je donne victoire du PSG 3-1 et match nul, un but partout entre Lens et Valenciennes. Jean-Marc, Non, il y vos aura un gagnant pronos? dans le match, dans le derby. Alors moi je vais donner une victoire du PSG 2-1 et une victoire de Lens 2-1. Voilà, n'oubliez pas de les noter. Ouais. Allez, Christian, Tu peux me dire qui c'est qui marque pour Allez, Valenciennes, je s'il vous te donne plaît? vite fait la compo. Allez. Alors, je donne que celle de Lens. Que celle de Lens, bien sûr. Jean-Louis Leca dans les buts. Duverne, Fortes, Santon, Zaïdara, c'est classique en défense. Au milieu, El Hadjiba et Souleymane Diarra et Guillaume Gillet. Et en attaque, Ambrose, Yannick Gomis et Ben Charti. Il a enlevé Mesloub. Merci, messieurs. Merci, Christian. Merci, messieurs. Merci aux auditeurs. Merci aux auditeurs.